On parlait un petit peu plus tôt de l'arsenal militaire de l'Iran. Avec nous, par liaison vidéo, le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême allié de la transformation de l'OTAN. En général, les gardes révolutionnaires viennent d'affirmer avoir visé le porte-avions américain Abraham Lincoln après des frappes en Israël, aux Émirats, au Koweït et à travers le Golfe. On entre donc dans un vrai conflit régional. Ah oui, le pouvoir, enfin ce qu'il reste du pouvoir iranien est aux abois. Et donc il fait feu, c'est le cas de le dire, de tout bois. Il a frappé les pays du Golfe. Ça, c'était pas forcément une bonne idée parce que là, alors que ces pays, sans lui être favorables, étaient relativement neutres, même s'ils accueillaient des forces étrangères, bien sûr. Donc on sent que ce pouvoir est un peu à la dérive, mais il est d'autant plus dangereux. C'est une bête blessée qui va faire, comme je le disais tout à l'heure, qui va utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition. Ces moyens, ils sont stratégiques. Il y a les missiles balistiques, ça on le sait, et il faut absolument frapper et continuer à frapper les stocks de missiles balistiques, les lanceurs et tout ça. Mais il y a aussi, et malheureusement, les drones, dont l'effet est strictement le même qu'en Ukraine, c'est-à-dire que quelques drones peuvent semer la panique dans différents pays. On l'a vu, il y a eu des frappes de drones à Bahreïn, il y en a un peu partout d'ailleurs. Et c'est un outil qui est facile à utiliser, donc d'autant plus dangereux. Et puis, dernier point, il y a tout ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz, qui est préoccupant, bien sûr, et qu'il va falloir d'une manière ou d'une autre traiter. La coalition, peut-être avec d'autres pays, et peut-être que les Européens pourraient aussi s'engager là-dedans, parce que c'est aussi leur intérêt, devrait stabiliser, et c'est pas si facile que ça. En ce qui concerne le porte-avions, il n'a pas été touché, hein, il est bien gardé, mais il est logique que le pouvoir iranien montre qu'il est capable d'attaquer. Bien sûr, ça c'est facile à dire. De là à le frapper, c'est autre chose, mais on sait bien que c'est une cible évidemment très, très juteuse pour le pouvoir iranien. Vous imaginez un bâtiment, quel que soit le bâtiment d'ailleurs, un bâtiment américain touché par un drone ou par un missile iranien, ça serait une grande victoire pour le pouvoir qui en a bien besoin. Le porte-avions n'a pas été touché. Par contre, on vient de l'apprendre, il y a quand même 3 soldats américains qui ont été tués. On n'a pas encore les détails, ils viendront au fur et à mesure de ce journal. Est-ce que ça va changer la donne ? On ne peut qu'espérer que non, parce que le président Trump, je prends des précautions, hein, parce que je ne vais pas vous expliquer que le président Trump, parfois, est un peu versatile, mais il avait affiché la couleur dès qu'il a fait son speech. Il a dit qu'il y aurait sans doute, enfin, on a compris ça, qu'il y aurait évidemment des soldats américains qui perdraient leur vie dans cette affaire. Donc, ses conseillers militaires, le chef d'état-major des armées américaines, l'avait certainement lui avait parfaitement expliqué quels étaient les risques du métier, les risques de cette attaque. Voilà, et maintenant, c'est la guerre, il faut faire avec, il faut montrer de la force, continuer à suivre sa stratégie, surtout ne pas dévier sa stratégie d'affaiblir, continuer à affaiblir le pouvoir, taper sur les missiles balistiques, les centres de gravité, c'est-à-dire tous les centres, les QG des gardiens de la Révolution, continuer à frapper avec précision pour ne pas créer de dommages collatéraux dans la population dont le pouvoir se servirait évidemment instantanément. Donc il faut garder son calme, il faut garder ses objectifs et puis prendre les coups et essayer de les rendre si possible, et puis essayer de diminuer les coûts évidemment associés et les risques associés à cette campagne. Est-ce qu'on est entré dans ce conflit avec une idée précise justement de ces capacités balistiques iraniennes, ou alors on a une idée qu'elles ont été affaiblies par exemple ? On pense qu'elles ont été affaiblies pendant la guerre des 12 jours. C'est difficile de savoir jusqu'à quel point les Iraniens ont été capables vraiment de reconstituer ces stocks. Mais vous savez, quand vous rentrez en guerre, vous ne devez pas sous-estimer l'adversaire. Donc, partons du principe que les stocks ont été en partie reconstitués, et à partir de là, on n'aura pas de mauvaise surprise. Ce que je constate, c'est que pour l'instant, en tout cas, les Iraniens ne tirent pas ces missiles en salve, ils n'en tirent pas beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'en ont pas beaucoup ? Peut-être, qu'ils veulent en tout cas les préserver.
charge aux Américains et aux Israéliens de les dénicher, de les cibler et d'en réduire donc les effets. Quant aux moyens de défense aérienne, je pense que tout a été déployé pratiquement. Je vois mal comment on pourrait renforcer. Je sais pas, peut-être que si les Européens se mettent dans la danse, ils auront peut-être quelques moyens, mais ils n'en ont pas beaucoup non plus de moyens contre les missiles, malheureusement. Donc, il va falloir voir, il va falloir faire avec ce qu'on a. Hein. C'est pas parfait, mais enfin, c'est quand même assez efficace contre les missiles du type de ceux qu'ont les Iraniens. Et Israël aussi prend des coups. Alors, est-ce que Oui, le dôme de ouais. fer n'est pas infaillible? Non, mais non, aucun dôme. Faut surtout pas imaginer que aucun système est infaillible. Vous savez, se penser infaillible, c'est la meilleure voie de la défaite. Non, non, il faut respecter l'adversaire en termes militaires. Il faut essayer de se mettre à sa place pour voir quelle stratégie, quelle tactique il peut employer et partant de là, envisager le pire cas, le pire scénario. Au moins, on n'est pas surpris. Le pire, c'est de sous-estimer l'adversaire. Ça a toujours créé des défaites cinglantes. Général, ne pas sous-estimer l'adversaire, mais également penser aussi peut-être aux alliés régionaux de Téhéran qui peuvent entrer dans ce conflit. Par la force des choses, oui, ils sont en train de se faire tirer. D'abord, ils sont attaqués, hein. C'est chez eux, c'est sur leur sol. On a vu toutes ces vidéos, pratiquement dans chaque État du Golfe, même ceux qui étaient les plus proches, c'est un peu paradoxal, mais même ceux qui étaient les plus proches du régime iranien. On pense au Qatar, on pense à Oman. Évidemment, aux Émirats, les Émirats sont une cible assez évidente pour les Iraniens. Après, il y a le rôle de l'Arabie saoudite, hein, qui d'emblée s'est déclaré vraiment contre l'Iran. Enfin, ce n'est pas très surprenant, mais ça a été très ferme. Donc on voit bien que ces pays-là, bon, alors leur capacité, ils ont quand même des moyens. Est-ce qu'ils vont vraiment les mettre? Déjà, ils ont les capacités défensives, ils se protègent avec les moyens qu'ils ont et les moyens que les Américains leur ont donnés. Qui protègent déjà leur territoire et tout ce qu'ils abritent, hein, y compris les forces alliées. Mais il va y avoir, vous le savez, hein, un conseil de défense, je pense, dans la soirée en français. Et c'est clair qu'avec notre positionnement dans le Golfe, aux Émirats, notre positionnement en Jordanie, nos accords de défense, il faut se poser la question de savoir jusqu'où ils vont, qu'est-ce qu'on doit faire. On ne peut pas rester à regarder passer les missiles et les drones, c'est clair. Vous l'avez dit, il y a aussi des enjeux commerciaux, notamment avec le sort du stratégique détroit d'Ormuz. À l'instant, les États-Unis disent avoir coulé un navire de guerre iranien dans le golfe d'Omran. Votre réaction? C'est légitime, hein, on en avait parlé enfin, il y a 2-3 jours quand tout ça a commencé. Bien sûr que les quelques moyens maritimes que possède l'Iran, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Alors, on ne se débarrassera pas forcément des vedettes les plus rapides là, qui sont mises en œuvre par les passes d'Aran, ça viendra peut-être au fur et à mesure, mais déjà il faut détruire tout ce qui gêne. Et même si ce n'est pas comment dirais-je, une marine qui est parfaite, qui est très musclée, on ne prend pas le risque, on détruit, et puis il y a la chasse aux sous-marins, ils n'en ont pas beaucoup non plus. Je pense qu'il faut vraiment y aller d'une manière très méthodique, et ça ne m'étonne pas du tout, c'est dans une logique pure que les Américains coulent ces bâtiments quand ils le peuvent, là où ils le peuvent. Il faut réduire la menace. On ne peut jamais négliger une menace quelle qu'elle soit. On parle d'arsenal, de capacité, mais le fait que l'état-major iranien ait été décapité, est-ce que ce n'est pas surtout un succès dû aux services de renseignement israéliens et américains, comme lors des attaques de juin dernier? Ça, c'est une opération qui restera dans les annales. Parce que qu'est-ce qu'il faut, sans aller trop loin, mais il faut la convergence d'un ciblage très élaboré, c'est-à-dire savoir qui est où et quand, préparer ses moyens et choisir ses armes, en quelque sorte, son mode d'action, et là, profiter du moment. Donc le moment, il faut l'anticiper. Ça, à mon avis,
ça ne peut venir que de taupes, d'espions, enfin, une présence qui puisse renseigner en temps réel. Je ne vois pas comment il peut en être autrement. Il y a des moyens techniques aussi. Les Israéliens nous ont montré des choses extraordinaires en la matière. On se souvient des pagers qui explosaient dans les poches des différents supports de soutien des Iraniens, du Hezbollah en particulier. Donc, il faut tout ça. Et puis, il faut surtout être capable de mettre en œuvre ensuite les frappes aériennes qui sont prêtes, qui sont préparées, et de les mettre d'une manière aussi exemplaire en œuvre, aussi exemplaire que le fait l'armée de l'air israélienne, qui est, on le sait, une des meilleures armées du monde, et qui a réussi un coup une trentaine de bombes, vraisemblablement de 500 kilos. Parfaitement, les images sont édifiantes. Il n'y a pas de dommage collatéral pratiquement. Tout est bien ciblé, ça arrive en même temps, c'est la frappe massive, c'est inarrêtable. Et je pense que le pouvoir iranien a eu tort de sous-estimer cette capacité israélienne. Tant pis pour eux. Merci beaucoup, Général. Si je peux me permettre, merci. Pouvez-vous rester avec nous? On va vous reprendre. Mais on va parler d'un autre enjeu, car depuis hier, le Quai d'Orsay multiplie les messages d'alerte et les appels à la prudence pour les ressortissants français qui se trouvent en ce moment dans les pays du Golfe, attaqués par l'Iran. Avec la fermeture de l'espace aérien dans la région, Air France a dû suspendre tous ses vols. Et ce sont des heures d'angoisse pour les touristes qui souhaitent rentrer en France. Thomas Curie et nos confrères de France 2. Des centaines de vols annulés. Le trafic aérien est totalement suspendu dans la région et de nombreux Français se retrouvent bloqués. Comme ce ressortissant. En voyage à Dubaï, il ne peut plus rentrer. Tous ses vols ont été supprimés. J'ai réservé un autre vol là, pour lundi soir qui ferait Dubaï-Bucarest, Bucarest-Paris, mais il a été de nouveau annulé. C'est la galère. Les lignes téléphoniques, en fait, elles sont saturées, il n'y a personne qui te répond. L'ambassade, c'était aussi l'ambassade de France, je les ai appelés et ils ne savent pas trop non plus la situation. Sur son téléphone, en pleine nuit, il a reçu ce message d'alerte des autorités. En raison de la situation actuelle, une menace potentielle de missile est à prévoir. Mettez-vous immédiatement à l'abri dans le bâtiment sécurisé le plus proche. Il a donc passé la nuit dans ce parking souterrain. Ce matin, la situation reste préoccupante. J'ai entendu 2 explosions. La situation elle est assez angoissante parce que ça tombe de partout, il y a beaucoup de débris. Comme lui, de nombreux Français sont coincés au Moyen-Orient. La France vient d'annoncer qu'elle se tenait prête à les évacuer quand la situation le permettra. Cette étudiante est elle aussi bloquée à Dubaï. Je suis encore un peu sous le choc, je tremble beaucoup, j'ai peur, je ne vais pas mentir. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, on est au courant de pas grand-chose. Sur les réseaux sociaux, une autre Française qui vit au Qatar partage sa nuit d'angoisse, témoin direct des bombardements. Ici, ça tape bien. Elle dit se trouver près de la base américaine. Putain, ça vibre trop là. Ces dernières 24 heures, plusieurs aéroports ont été pris pour cible. Air France annonce suspendre ses vols depuis et vers Beyrouth, Dubaï, Riyad et Tel Aviv, jusqu'à au moins demain. Et puis si vous êtes bloqué dans la région, un numéro d'urgence a été mis en place par le Quai d'Orsay. Regardez, il devrait s'afficher à l'écran. Gauthier, Général Paloméros, alors quel rôle peut jouer la France dans ce conflit, si aucun? On va d'abord commencer par le Général Paloméros. Dans ce conflit ou vis-à-vis de l'ensemble, si vous voulez. De toute façon, la France, comme je le disais sur votre chaîne anglaise, elle est tirée dans ce conflit. Elle fait partie du théâtre d'opération. Elle a non seulement des forces déployées, donc une base navale aux Émirats qui a subi quelques dégâts. Général, excusez-moi, je vais devoir vous interrompre juste parce qu'il y a le Premier ministre israélien qui est en train de parler. On l'écoute tout de suite. Également avec la collaboration des États-Unis et de mon ami, le président des États-Unis, Donald Trump, le président des États-Unis. Et cette combinaison de forces nous permet de faire ce que j'ai aspiré à faire depuis 40 ans, frapper le régime de terreur de manière décisive. C'est ce que j'ai promis et c'est ce que nous ferons.
Je viens de terminer une rencontre avec le ministre de la Défense, avec le chef de l'état-major et le chef de Mossad. Je donnais les instructions pour la suite. Nous avons éliminé hier le dictateur Khamenei et bien de dizaines d'autres dirigeants de ce régime de répression. Nos forces frappent en ce moment au cœur de Téhéran d'une intensité croissante et cela ne fera que s'intensifier encore davantage dans les jours à venir. Mais en même temps, ce sont aussi des jours douloureux. Hier, ici à Tel Aviv et maintenant à Beth Shemesh, nous avons subi de pertes humaines. Mon cœur va aux familles et au nom du peuple d'Israël, j'adresse mes vœux de rétablissement aux blessés. Nous sommes dans une guerre où nous exerçons toute la puissance de Tsahal comme jamais auparavant. Et nous sommes mobilisés pour assurer notre existence et notre avenir. Mais on a également le soutien des États-Unis, de mon ami, le président des États-Unis, Donald Trump. Trump est son ami. Et cette combinaison de forces nous permet de faire ce que j'ai aspiré à faire depuis 40 ans, frapper le régime de terreur de manière décisive. C'est ce que j'ai promis et c'est ce que nous ferons. Je viens de terminer une rencontre. נתתי הנחיות להמשך המערכה. אתמול חיסלנו את הרודן חמינאי, יחד איתו חיסלנו עשרות מבכירי משטר הדיכוי. כוחותינו עולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. ועם זאת, אלה ימים כואבים. אתמול כאן בתל אביב, ועכשיו בבית שמש, איבדנו אנשים יקרים. Général Paloméros, vous avez pu l'entendre. Quelle est votre réaction? La résilience des Israéliens ne fait aucun doute. Hein. Donc, et là, de toute façon, il faut qu'un chef de guerre soit clair, net et précis. Là, c'est le cas. Hein. On peut penser ce qu'on veut de M. Netanyahou, mais en l'occurrence, dans ces circonstances, il est à la place qu'il convient. Donc, non, on n'a aucun doute sur la résilience israélienne. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent que de toute façon, l'avenir à moyen et long terme passe par un changement de régime. C'est clair dans leur tête. Maintenant, comment y arriver? C'est ça la question maintenant. On n'en a jamais été aussi près, mais d'un autre côté, on en est toujours très loin. Vous voyez, c'est paradoxal. Mais on parlait de la France, je ne sais pas si vous voulez revenir là-dessus, mais la France fait partie intrinsèquement, la Grande-Bretagne aussi, qui a des moyens également déployés. On ne peut pas, nous on a même des accords de défense, on a des accords de défense avec les Émirats qui viennent touchés par des frappes. Donc il va falloir voir ce qui sort du Conseil de défense et puis dans ce Conseil de défense, évidemment, il faudra aborder la question du rapatriement de tous ces Français, tous ces Européens qui sont pris sur ce théâtre d'opération. C'est vrai qu'on n'a pas vu venir cette crise à ce niveau-là et son impact sur les pays du Golfe, parce qu'on ne s'attendait sans doute pas à ce que les Iraniens attaquent les pays du Golfe. Et comme vous le disiez, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Gauthier, votre réaction? Plusieurs choses. D'abord, je voudrais d'un mot revenir sur ce qu'a dit le général Paloméros, et notamment sur la précision et la capacité technique et technologique d'Israël à viser un certain nombre de personnages, comme ça a été le cas, semble-t-il, aujourd'hui à Téhéran. On eût aimé qu'il y ait la même précision, peut-être, en ce qui concerne Gaza. Est-ce qu'il y avait le moyen d'une certaine manière, vraiment de pointer ceux qui étaient les responsables du Hamas et qui étaient coupables, sans aucun doute possible, du 7 octobre. Je referme la parenthèse. L'autre question qui se pose, c'est dans le cadre de ce combat contre le régime des Mollahs. D'une part, ce que dit Benjamin Netanyahou, c'est que cela fait très longtemps, ça fait 40 ans qu'il aspire à cela. Est-ce que ça a été toujours le même langage d'Israël? Pas forcément. Et qu'aujourd'hui, quand on comprend que ça nécessite le régime, que ça nécessite la chute du régime des Mollahs, ne serait-ce que pour parvenir à quelque chose qui est de l'ordre du raisonnable en ce qui concerne le démantèlement de ce qui reste du programme nucléaire. C'est un grand progrès. Simplement, Israël, comme d'autres, ont été à une certaine époque plutôt
allez, on va dire, peut-être pas conciliant, mais qui a eu un certain nombre de choses qui n'étaient pas aussi claires dans les buts de guerre qu'ils ne le sont aujourd'hui. Si on prend la France, disons-le, la France avait déjà initié le programme nucléaire, elle avait aidé à l'initiation du programme nucléaire à l'époque du Shah d'Iran, et quand la révolution islamique s'est produite, on n'a pas douté de la capacité qu'aurait un régime théocratique à l'utiliser à mauvais escient. Je veux dire par là qu'à travers l'histoire, la question du régime des mollahs, qui est centrale aujourd'hui, n'a pas été toujours perçue de manière aussi claire et surtout de manière aussi vertueuse. Parce qu'au fond, on se rend compte de quoi aujourd'hui ? C'est pas la première fois, mais on se rend compte qu'un régime qui n'est pas démocratique est un régime qui, fatalement, à un moment ou à un autre, est facteur de désordre. De désordre dans la communauté internationale, de désordre parce qu'il crée des ambitions, de désordre parce qu'il fabrique des engins de mort, etc., etc. Et que donc, quand on dit qu'il faut respecter le droit international, et j'en reviens à la question que vous ne m'avez pas peut-être encore posée, mais sur la réaction française. Vous vous souvenez que la réaction française, quand Maduro a été kidnappé, c'était de dire « personne ne va pleurer le régime de Maduro ». Et d'une certaine manière, oui. Mais ici, la réaction française est différente. Et là, on dit qu'il fallait respecter le droit international. Si on peut essayer de mélanger les deux, c'est-à-dire la réaction humaine de dignité et anti-dictatoriale avec l'ordre international, peut-être que là, on a l'occasion de le faire. En tout état de cause, ça n'a pas été toujours le cas dans les dernières, dans les 30 dernières années. Et une question pour le général. On sait que la France n'a pas été prévenue à l'avance par les Américains et les Israéliens. Au contraire, par exemple, de Berlin ou Varsovie, qui, eux, ont été mis au courant des frappes. Est-ce que c'est le signe que la France est quelque part hors jeu ? Je peux pas, ces informations, je les détiens pas, donc on peut partir sur ce principe. Bon, on sait quand même qu'il y a des tensions. Pourquoi les masquer, La France a une voix un peu singulière aujourd'hui dans ce contexte. Pourquoi pas, après tout, on a le droit de faire du contrepoids, mais je crois que maintenant, cette question, elle est derrière nous. Elle aurait peut-être pu, influencer, mais d'une manière indirecte, sur la prévention vis-à-vis de nos concitoyens. Mais ok, mais ça n'aurait pas changé le cours de la guerre par ailleurs. C'est dommage. C'est dommage. Ça prouve qu'il y a une certaine défiance, que l'alliance atlantique cette fois-ci est pas très très bien en point. On essaye de la garder à peu près sur les rails, mais c'est compliqué. Mais enfin bon, de toute façon, maintenant, l'élargissement de ce conflit va imposer qu'il y ait un meilleur travail commun. Je ne vois pas d'alternative. Il faut qu'on travaille tous en commun pour abattre ce régime. C'est notre avenir qui est en cause aussi. On n'a pas su le faire pour d'autres pays, c'était plus compliqué. La Corée du Nord est devenue nucléaire. Bon, voilà, c'est bien dommage, mais c'est ainsi. On ne peut pas admettre que l'Iran, qui envoie des menaces quotidiennes contre Israël et qui a lancé tous ces proxys contre nous, s'en sortent comme ça. Donc, je pense que progressivement, nous allons reprendre le cours des opérations, même si initialement, il y a eu un petit refus d'obstacle. Gauthier, la France est hors jeu ? Oui, non, je reviens sur ce que vient de dire le général Paloméros à l'instant et qui est capital. Certains détracteurs ont cru bon de souligner qu'à l'époque d'Ahmadinejad, puisque les menaces, elles n'ont jamais cessé, c'est vrai, mais le président iranien Ahmadinejad était particulièrement virulent, les menaces sur Israël n'auraient pas été suivies d'effet. Quelle population admettrait de subir les menaces régulières d'un autre pays ? Menace définitive, puisque dans l'esprit d'Ahmadinejad, il le disait lui-même, c'était réduire et rayer Israël de la carte. Comment peut-on ne serait-ce que tolérer ça, précisément au nom de l'ordre international ? C'est déjà une contravention majeure, c'est déjà une violation majeure que de dire « je vais vous rayer de la carte ». Qui plus est, cette menace était adressée à une population qui, par l'histoire, connaît déjà ce genre d'abomination. Donc là, vous voyez, l'ordre international, pardonnez-moi, c'est un peu ma route aujourd'hui, mais quand on veut préserver l'ordre international, on n'admet pas non plus. On n'admet pas non plus ce genre de menace. On n'admet pas ce genre de programme.
à partir du moment où il est aussi dans un régime qui est dictatorial. Encore une fois, on peut très bien voir, peut-être qu'on ne le verra pas, et tant mieux, parce que ça serait une épine encore plus compliquée peut-être, mais un régime authentiquement démocratique qui veut acquérir l'arme nucléaire, je ne dis pas que ça soit formidable, mais il y avait... Malheureusement, on est obligé d'en parler au passé, mais des traités internationaux sur la non-prolifération. Tout ça avec un régime démocratique, je ne dis pas qu'on a la solution tout de suite, mais c'est quelque chose de plus facile. Alors qu'avec un régime dictatorial, vous voyez bien que l'arme nucléaire tient de manière consubstantielle à l'existence de ce régime. Sinon, si ça n'était pas le cas, l'Iran aurait déjà lâché dans une très très large mesure, et même avant 2015. Et je reviens au général. La France, a donc, avec Emmanuel Macron, a convoqué un conseil de défense. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait ressortir de ce conseil ? Une posture défensive renforcée pour les éléments qui sont déployés sur le théâtre et peut-être un engagement de ces moyens, comme ça a été le cas pendant la guerre des 12 jours, pour participer à la protection des territoires et des pays hôtes de la Jordanie essentiellement et les Émirats, participer à cette protection. Peut-être une présence maritime aussi, mais au sein d'une coalition cette fois-ci, pour protéger le détroit d'Ormuz. C'est peut-être un peu plus lointain, mais ça me paraîtrait quand même très sain. Ça rejoindrait un peu d'ailleurs l'esprit du droit international, du droit de la mer. Ne pas laisser l'Iran s'approprier le détroit d'Ormuz et faire ce qu'il en veut. C'est un droit international, il faut le faire respecter. Et puis se rapprocher quand même des États-Unis et d'Israël. Je me répète, mais il faut qu'on travaille ensemble pour la paix à venir. Essayer de trouver les moyens, les voies et les moyens pour aider les Iraniens d'être maîtres de leur propre destin. Ça ne va pas se faire tout seul, il va y avoir du sang, bien sûr, mais devenir maîtres de leur propre destin pour définir effectivement leur avenir, mais avec notre soutien. Or, aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'ils se sentent soutenus par nous, et c'est dommage, parce que c'est quand même ça. Je pense que l'aspiration de la France, c'est de promouvoir des régimes libres, qui aient leur propre expression de leur démocratie, mais qui ne soient pas sous le joug de mollahs qui assassinent par dizaines de milliers des citoyens. Enfin, ce n'est pas comme ça que je le conçois. En tout cas, on a cette information qui vient de nous parvenir, qui n'a pas été confirmée, je tiens à le préciser, mais une base française d'Abu Dhabi aurait été touchée. Quelle serait votre réaction ? Oui, moi j'ai cette information aussi qui semblait... Alors, il semblerait que ce soit un débris, soit de missiles, soit de drones, je ne sais pas, mais il n'y aurait pas de blessés, c'est la dernière information que j'ai. Mais enfin, ça prouve qu'on est à risque, c'est normal, on est sur un théâtre d'opération. Maintenant, il est clair que l'ensemble constitue un théâtre d'opération et il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour gérer un théâtre d'opération et la sécurité de tous ceux qui opèrent sur ce théâtre d'opération. Général Paloméros, merci beaucoup pour votre décryptage, surtout sur la stratégie militaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gauthier. On vous retrouve tout à l'heure. On fait une petite pause et on se retrouve tout à l'heure pour cette édition spéciale.